Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro se demande comment revivre ensemble. Au premier jour de la réouverture de ce symbole de la ville que sont les terrasses des cafés, le rabbin Delphine Orviller s'interroge sur les suites de ce qu'elle appelle un moment messianique laïque, reprenant la définition qu'en donnait Jacques Derrida, le surgissement d'un radicalement imprévisible où le déroulé linéaire de l'histoire s'interrompt et ouvre un temps où tout est possible. La romancière franco-suisse Pascale Kramer rappelle la condition des sans-papiers pendant cette pandémie et notamment des mineurs non accompagnés, ces jeunes arrivés d'Afrique ou d'Asie en passant par Dieu sait quel péril, trafic et sévices, dans l'espoir d'aller à l'école ou de trouver du boulot, qui ont été les derniers mis à l'abri et les premiers déconfinés car personne n'en veut, ni les départements en charge de l'aide à l'enfance dont ces adolescents relèvent pourtant, ni l'État responsable des migrants qu'ils redeviendront aux yeux de l'administration s'ils sont déclarés majeurs. Enfin, le politiste Vincent Martini propose de sortir d'un monde d'élus automates et de citoyens somnambules. Sous l'onglet Les Badas, après un récent échange avec François Vantôme, rédacteur en chef du Courrier australien, un entretien avec Frédéric Ducarme, chercheur au Muséum d'histoire naturelle, en poste au Vanuatu. Il dispute le titre de notre plus lointain auditeur aux 242 fidèles que nous comptons en Nouvelle-Zélande. Il est, je l'ai dit, chercheur au Muséum d'histoire naturelle et professeur au lycée français de Port-Vila. Il parcourt les 80 îles de cet archipel de 300 000 âmes qui a pu se protéger de la Covid-19. Les anciens protecteurs du Vanuatu, la France et le Royaume-Uni, ne sont plus présents que par quelques traditions sympathiques. La Chine, elle, est proche, présente et pressante, une amie qui vous veut du bien. Nous continuerons bien sûr, dès la semaine prochaine, cette série de Badas en provenance de pays étrangers. Nous vivons de vos contributions et de vos encouragements. Ne nous ménagez ni les unes ni les autres, et soyez-en remerciés. Venons-en à notre premier sujet, qui est cette onde de choc provoquée en France par la mort de George Floyd aux États-Unis et qui continue de se propager dans notre pays. Le 2 juin, devant le tribunal judiciaire de Paris, 20 000 personnes selon la préfecture de police, au moins 60 000 selon les organisateurs, se sont rassemblées à l'appel du comité La Vérité pour Adama, du nom du jeune homme de 24 ans mort en 2016 lors de son interpellation par des gendarmes, dans des circonstances qui font encore aujourd'hui l'objet d'une information judiciaire. Le comité Adama est devenu le symbole le plus connu en France de la lutte contre les violences policières. Personne n'avait vu venir l'ampleur de la mobilisation qui se poursuit dans plusieurs villes du pays. Depuis plusieurs semaines, la dénonciation de certaines pratiques policières et les accusations de racisme à l'encontre des forces de l'ordre se multiplient. Sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des insultes proférées par des policiers utilisant des termes à caractère raciste alimentent un débat sur l'interprétation à faire de ces comportements. Faut-il y voir le fait d'agents isolés à sanctionner individuellement ou le symptôme d'un mal plus profond, structurel, au sein de l'institution policière? Au-delà de l'affaire Adama Traoré, la question est posée dans le calme ou avec passion du caractère institutionnel des violences policières et du caractère systémique du racisme. Il s'agit de dire que le racisme est détachable des individus pour être le fait d'une institution ou d'un système, selon Fabien Jobard, sociologue, directeur de recherche au CNRS, qui poursuit « Le racisme ici est le produit d'un cumul de processus, notamment historiques, avec une histoire de la police fortement marquée par la guerre d'Algérie et la chasse aux travailleurs d'Afrique du Nord, et d'une organisation économique et sociale
qui veut que la jeunesse masculine sans diplôme occupant l'espace public est principalement formée de descendants de l'immigration post-coloniale. Saisi d'une affaire relative à des violences policières sur des jeunes noirs et d'origine maghrébine de Paris commises entre l'été 2013 et l'été 2015, le défenseur des droits Jacques Toubon a formulé le 12 mai dernier des observations devant le tribunal judiciaire de Paris, plaidant pour une analyse systémique des discriminations qu'ont subies ces jeunes. Le ministère de l'Intérieur, s'il condamne les cas individuels, refuse de parler de racisme diffus dans la police, comme l'a déclaré le secrétaire d'État, Laurent Nunez. Lors des questions d'actualité au gouvernement, Christophe Castaner a défendu la police qui protège dans ce pays les femmes et les hommes de tout, y compris du racisme. L'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, a jugé pour sa part que, contrairement aux États-Unis où l'aspect systémique du racisme ne fait plus beaucoup débat, je cite, « Chez nous, des personnes meurent d'avoir rencontré des policiers, pas d'avoir rencontré la police ». Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, moi aussi, comme vous, Philippe, je suis frappé par l'immensité des foules, l'importance tout à fait inattendue des réactions très très émotionnelles et en même temps très rationnelles des peuples, et par le côté très métissé des foules. Ce qui est peut-être le plus rassérénant, c'est d'avoir vu aux États-Unis des foules de toutes couleurs, de toutes nature, mais qui ont les mêmes valeurs, à l'évidence, qu'ils soient blancs hispaniques ou proprement anglo-saxons, qu'ils soient noirs, qu'ils soient de la communauté asiatique. Donc, de façon très frappante, la réaction des peuples est forte et universelle. Il y a eu beaucoup de manifestations, d'ailleurs plus de citoyens en Afrique, devant les ambassades américaines, d'intellectuels, sur les réseaux sociaux massivement, qu'il n'y a eu véritablement de réaction des gouvernements qui ont été plus prudents, à l'exception peut-être du président du Ghana, qui a encore ajouté à sa popularité internationale en étant extrêmement clair, parce qu'un certain nombre de pays, peut-être, hésitaient à s'aliéner le président Trump, qui manifestement ne partageait pas l'émotion de toute la population américaine. Mais on a eu ça évidemment en Asie et beaucoup en Europe et beaucoup en France. Donc c'est un phénomène collectif tout à fait exceptionnel. Dans un article fait pour l'excellent journal le 1 de la semaine prochaine, je dis quelque chose comme c'est quand même le plus long cortège funèbre de l'histoire de toutes les obsèques. C'est les premières obsèques mondiales que celles qui ont été célébrées pour George Floyd. Alors, ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas simplement la question du racisme anti-noir à Minneapolis, confronté à une police qui, d'ailleurs, depuis, à l'initiative du conseil municipal, va être dissoute et recomposée parce qu'il semble qu'elle ait un ADN extrêmement raciste, comme pas mal de polices municipales, puisque les polices ne sont guère fédérales, sauf pour certains aspects judiciaires, mais beaucoup plus locales, avec des processus d'élection des chefs de la police ou des shérifs et autres. Donc, il va y avoir des réformes, clairement, dans les police américaine, mais au fond, ça n'est pas qu'une question de racisme et d'antiracisme, c'est aussi une manifestation très puissante contre toutes les formes d'inégalité. Alors, il se trouve que sur la communauté africaine-américaine, d'ailleurs, pour être sincère, pas simplement en Amérique du Nord, mais également en Amérique latine et ailleurs dans le monde, on cumule les inégalités de revenus, de patrimoine, d'éducation, et on ne le savait pas vraiment, mais y compris les inégalités sanitaires, puisque le nombre de victimes dans tous les quartiers périurbains où il y a des minorités dans le monde, et notamment pour les communautés africaines-américaines, la Covid a trié et a beaucoup plus impacté en létalité, en contamination, ces minorités. Et donc ça devient évidemment une lutte, une protestation, une indignation contre toutes les inégalités. Et ça affirme des valeurs d'égalité et de fraternité. Et du coup, évidemment, ça concerne beaucoup d'autres minorités parce que
la communauté africaine-américaine est devenue une sorte de métaphore de toutes les inégalités. Et on voit bien qu'il y a aussi toutes les inégalités à raison des orientations sexuelles, du genre et toutes les formes de xénophobie. Et quand on additionne les minorités aux États-Unis comme ailleurs, elles sont la grande majorité. Ça explique probablement l'importance de ces foules. Alors, la deuxième chose qui me frappe, c'est que ça n'est pas simplement un mouvement collectif de solidarité, de révolte, et qui produira, je pense, des effets dans beaucoup de pays. C'est aussi souvent un peu un drame intime, et d'ailleurs devant les images en boucle de ce meurtre en direct, beaucoup de gens sont très troublés, beaucoup de gens ont pleuré, ont relâché toutes leurs émotions parce que les réseaux sociaux ont joué un rôle très très important. Au fond, si ça n'avait pas été filmé, il n'y aurait pas du tout des dizaines de millions de gens dans les rues. Mais là, ça a été filmé, et donc à notre époque, les meurtres en direct, les scandales, surtout quand ils ont une telle signification, pas simplement symbolique, mais vraiment politique, au sens fort du mot, anthropologique. Ils ont aussi tout de suite une charge émotionnelle extraordinaire. Et du coup, ça devient aussi pas simplement un drame des peuples, ça devient un drame intime. Et moi, j'ai pensé aux afro-descendants un peu partout dans le monde, mais j'ai bien vu mes amis juifs réagir en afro-descendants également. Il y a quand même cette question extraordinaire de nous pouvons être libres et indépendants, on l'est en Afrique, on l'est dans le nord-est du Brésil, et pas une communauté qui fut asservie et qui en a tous les stigmates. On peut tout à fait être majoritaire chez soi et continuer, en fait, d'avoir intériorisé le fait qu'on est perçu dans le regard des autres comme des inférieurs ou simplement comme des autres, mais vraiment avec une altérité très forte. Et si vous voulez, moi qui suis métisse, ce que je mesure bien à travers tout ça, c'est là qu'il y a un peu un drame intime, c'est que un métis, c'est très particulier parce que en Europe et même en France, c'est un noir, mais c'est un noir au Brésil, c'est un noir en Afrique du Sud, c'est pas du tout une spécialité européenne. Mais alors, en Afrique, c'est un blanc. Et moi qui ai vécu un peu dans ma carrière, dans ma famille, et en Afrique et en Europe, j'ai toujours été blanc en Afrique. D'ailleurs, même quand j'ai fait une campagne électorale présidentielle dans un pays africain, on m'appelait le Yovo, ce qui en fond veut dire le blanc. Donc c'était clairement ce qui me définissait. Il n'y a personne en France qui penserait un instant que je suis blanc. Et donc les métis vivent cette inégalité et ce regard de l'autre, mais eux, c'est de tous les autres. Qu'ils se sentent plus africains ou plus maghrébins que français, ou plus français que maghrébins ou subsahariens, en fait, ils ne sont chez eux, en tout cas dans le regard des autres, et ça suppose donc quand même pas mal de force d'âme dès l'enfance, dès la cour de récréation, que vous soyez en cour de récréation au fond de l'Afrique ou au fond de la France, ça suppose quand même en permanence de vivre tous les matins avec ça, alors que ça n'a aucune réalité intime, personnelle, mais il se trouve que le regard des autres, c'est très important. Les gens vous soupçonnent de ne pas avoir exactement la bonne loyauté, un peu comme si vous étiez juif et que vous vous demandiez si vous devez être solidaire de tout ce que fait Israël. En tout cas, on ne vous regarde plus, et c'est une des sources de l'antisémitisme, on ne vous regarde plus comme neutre par rapport à la question palestinienne, et ça nourrit une nouvelle forme d'antisémitisme, alors que vous êtes parfaitement patriote de la France, de l'Allemagne, et même par extraordinaire parfois de la Pologne, en tout cas, ou de la Russie. Et donc, c'est à la fois quelque chose qui est très troublant parce que cette immense solidarité mondiale est très rassérénante sur les suites, et puis ça ne vous débarrassera jamais, si vous êtes tant soit peu impliqué, du drame intime de ce besoin qu'il faudrait arriver à dissiper. Ça prendra peut-être des générations au-delà de mes petits-enfants, qui sont terribles parce que ce sont des Africains blonds aux yeux bleus, par un effet des métissages successifs.
Alors, on leur donne des prénoms africains pour qu'ils se sentent quand même africains quand ils sont en Afrique et qu'on ne puisse pas les rejeter parce que leurs cheveux blonds vont étonner un peu. Mais enfin, si vous voulez, il y a cette double réalité. On est questionné dans nos émotions les plus intimes et nos révoltes les plus intimes. Et en même temps, c'est un vrai immense chantier qui s'ouvre. Les jeunesses n'acceptent plus la situation. En France, le tiers des Français se disent racistes dans les sondages, ils sont d'ailleurs de moins en moins nombreux. Et la chose extraordinaire, pour moi qui ai 65 ans, c'est qu'ils le sont majoritairement au-dessus de 65 ans et pratiquement plus au-dessus de 18 ans. Et comme les foules étaient jeunes, je pense que dans le monde d'après, après Covid, mais après George Floyd, ce genre de meurtre, métaphore d'un meurtre collectif, c'est quelque chose qui sera plus comme dans le monde d'avant. Richard Verly. Alors, avant de participer à notre émission, j'ai regardé à nouveau, effectivement, c'est très facile à trouver sur Internet, la vidéo de l'interpellation de George Floyd qui a conduit à son décès par asphyxie sous ce policier qui lui maintient sa tête à terre. Et la première réflexion qui m'est venue, c'est qu'au fond, c'est terriblement normal. C'est-à-dire que dans notre société, dans nos sociétés, et en particulier dans les grandes métropoles, et c'est aussi véhiculé par les séries télévisées, je me suis aperçu en regardant ces images combien la violence, je dis pas la violence policière, mais combien ces scènes de violence urbaine sont devenues normales. Et dans ce cas de figure précis, d'un seul coup, ce qui nous revient à la figure, c'est que non seulement ce n'est pas normal, mais qu'en plus, c'est inhumain. Et ça, je trouve que c'est un rappel absolument formidable à ce que doit être l'humanité, alors que quantité d'images qui nous entourent, regardez, il suffit d'ouvrir les télévisions, les images de sirènes, de véhicules de police, les véhicules militaires, bref, tout cela, d'un seul coup, devient ce que c'est réellement, c'est-à-dire la mort d'un homme. Alors ensuite, ce qui m'a perturbé et ce qui continue de me perturber, c'est comment on fait, et notamment en tant que journaliste par rapport à un tel événement, pour ensuite décrire la réalité, enquêter sur cette réalité et la raconter. Et là, je vais plutôt passer sur le cas de la France avec l'affaire Traoré. Parce que immédiatement, enfin quelques jours, il y a quand même eu à peu près une semaine entre d'une part la mobilisation après le décès de George Floyd et les premières manifestations en France. En France, c'est le comité Adama. Or, il faut dire que sur la base de ce que j'ai pu lire, et j'ai essayé vraiment de lire le maximum de choses, l'affaire Adama Traoré est une affaire complexe. Elle n'est en tout cas pas du tout aussi limpide que ce qu'on voit à l'écran pour la mort de George Floyd. Or, malheureusement, la mort de George Floyd et les manifestations qui suivent, la mobilisation, les protestations, le mouvement antiraciste, la dénonciation des violences policières, tout cela absolument légitime, nous empêche de continuer à raconter cette histoire telle qu'elle devrait l'être. Et là, j'ai une vraie inquiétude. Comment on fait dans ces contextes de violence que sont certains quartiers pour arriver à y voir clair, pour arriver à raconter cela? Et j'avoue que c'est assez vertigineux et que ça m'inquiète beaucoup. Et ça m'inquiète d'autant plus que pour la jeunesse qui est la plus mobilisée, je me demande si la jeunesse a vraiment envie de faits. Parce que je constate, pour être allé sur la manifestation, notamment pas celle du Palais de Justice de Paris, mais celle qui a eu lieu une semaine plus tard, place de la République, que dès que j'essayais de parler de l'affaire Traoré et de cette complexité qui m'est apparue à la lecture du dossier, eh bien, j'avais en face de moi des jeunes, blancs ou noirs, ça ne change rien, qui refusaient tout simplement d'en parler et qui refusaient de reconnaître cette complexité qui est celle, encore une fois, du dossier judiciaire, en tout cas de ce qu'on en connaît publiquement. Et là, je trouve qu'il faut s'interroger. Il y a bien évidemment du côté de la jeunesse très mobilisée une passion légitime à dénoncer les violences policières, à dénoncer le racisme. Mais comment fait-on, alors que les réseaux sociaux accélèrent tout, pour quand même garder une forme de devoir de vérité, parce qu'il y a des forces de l'ordre impliquées, que leurs crimes, lorsqu'il y a crime, sont impardonnables, mais qu'en même temps, on sait tous que du quadrillage des forces de l'ordre dans certains quartiers dépend la sécurité collective.
Là, j'avoue que c'est une forme d'impasse qui me vient comme ça lorsque je constate tout ça. Je ne vois pas comment il est possible rapidement et dans de bonnes conditions d'y répondre, tellement les intérêts et les passions sont contradictoires. Et on le voit d'ailleurs dans le cas de la France, avec la situation actuelle et la colère d'un côté légitime des populations qui se sentent agressées par les policiers en permanence, et de l'autre, la mobilisation des policiers qui estiment être constamment en légitime défense et constamment agressés. On a donc un vrai problème qui est celui des contradictions de nos sociétés, des contradictions qui reposent sur la peur mutuelle, la peur de certains quartiers, la peur qu'inspirent ces jeunes à la police. Il y a une phrase, vous connaissez bien sûr Rokhaya Diallo, l'activiste qu'on entend beaucoup, et je trouve qu'elle a une phrase très juste quand elle dit le problème des hommes noirs ou arabes dans tous ces quartiers, c'est qu'ils font peur de toute façon. Le simple fait qu'ils se baladent dans la rue, ils font peur et ils se comportent comme tels. Ils ont cette peur sur leurs épaules. Eh bien, je trouve que ça fait vraiment réfléchir sur les difficultés de nos sociétés. Et j'avoue qu'en ce qui me concerne, ça m'inquiète énormément. Nicole Nisotto ? Oui, alors moi je suis d'accord avec Lionel sur l'ampleur du mouvement dans le monde entier et les valeurs plutôt positives qu'il porte, mais je suis aussi très d'accord avec ce que vient de dire Richard Verly sur les dangers du règne de l'émotion. Et quand j'entends un ministre de l'Intérieur dire que parfois l'émotion doit l'emporter sur la loi, s'agissant d'une manifestation interdite et finalement tolérée, je me pose beaucoup de questions et je suis même assez inquiète qu'un représentant de la loi puisse dire que l'émotion est supérieure à celle-ci. Alors je voudrais aussi, moi, rester au cas français en disant, premièrement sur l'affaire Traoré, le vrai scandale de l'affaire Traoré, à mes yeux en tout cas, c'est l'absence de justice. Adama Traoré est mort maintenant il y a 4 ans. Or, il n'y a pas de jugement. Il y a eu, je crois, 7 expertises médicales et contre-expertises médicales, toutes contradictoires, c'est-à-dire on ne sait toujours pas de quoi il est mort, et pas de jugement. Et donc, ceci laisse la porte ouverte à toutes les rumeurs, toutes les opinions, tous les jugements personnels, et non pas le jugement de la justice. Et donc, est-ce qu'il était malade avant ou pas malade? Est-ce qu'il a été étouffé, pas étouffé? Est-ce que c'était déjà un délinquant ou pas un délinquant, etc., etc. Et donc, on est dans le règne de l'émotion pure, l'émotion de la rue, l'émotion supérieure à la loi. Et moi, je crois qu'il est urgent, si on veut vraiment parler du racisme dans ce pays et faire ce qu'il faut pour le combattre, il est urgent de remettre au centre du débat la justice plutôt que les jugements personnels et la raison de la loi plutôt que l'émotion de la rue. Ça me paraît absolument fondamental. Deuxièmement, sur cette affaire Adama Traoré, on est en plein amalgame. Et je crois que tout le bonheur qu'on peut avoir de voir les manifestations de ces jeunes antiracistes, anti-violence, ne doit pas nous empêcher quand même de dire qu'il y a amalgame. Il y a 2 amalgames même. Il y a l'amalgame entre la situation américaine et la situation française, et il y a amalgame entre des actes racistes qui existent et un racisme dit systémique, dont je ne sais absolument pas ce que ça veut dire d'ailleurs, qui n'existe pas, à mon sens, dans la République française. Je reviens sur le premier point. Bon, ça c'est très simple. La France n'est pas l'Amérique et le racisme américain n'a pas de portée universelle. Il est très spécifique. Il est propre à l'histoire des États-Unis qui s'est faite dans une guerre tout simplement entre vendeurs et acheteurs d'esclaves. Faut quand même pas oublier que le Nord et le Sud vivaient chacun différemment, du trafic d'esclaves, alors que en France, la République est née aussi d'une guerre civile, mais contre la monarchie de droit divin, et le racisme n'est pas originel dans la République française. Donc je crois qu'il ne faut absolument pas comparer. Et la deuxième amalgame, c'est entre les violences policières qui existent, c'est indéniable, je vais y revenir dans un instant, et le prétendu racisme systémique de la police, voire de la France entière, qui est à mon sens une supercherie intellectuelle. Ce que je crois qu'il faut préciser, c'est que la violence policière existe très fort. On l'a vu pendant les Gilets jaunes. On n'a pas attendu. Les Gilets jaunes, c'était après l'affaire Traoré. Mais la violence policière existe, mais elle existe autant que la violence sociale. Elle est parallèle à la violence sociale, à la violence de rue, à la violence des manifestations. Les Black Blocs
n'avait pas de composante raciste, c'était une violence extrême auquel a répondu la violence extrême de la police l'année dernière. Deuxièmement, est-ce que la police est raciste, systématiquement raciste en France? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Il y a bien sûr des policiers racistes. Il y a d'ailleurs ce groupe WhatsApp qui n'est pas petit. Il y a 8000 apparemment adhérents de ce groupe raciste dont je ne retiens pas le nom et qui effectivement dégorge sur les réseaux sociaux de racisme, d'injures, de menaces de viol à l'encontre de tout ce qui n'est pas blanc. Ça c'est vrai et ça doit être extrêmement puni. Mais est-ce que pour autant la violence policière est dirigée contre ceux qui ne sont pas blancs? Eh bien non, il suffit encore une fois de regarder les Gilets jaunes où les policiers ont été d'une rare violence. Or, dans les Gilets jaunes, il n'y avait aucune dimension raciale et d'ailleurs, tout le monde remarquait que ni les banlieues ni les jeunes ne s'étaient associés à ce mouvement. Et donc, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Le racisme systémique est une espèce de nouvelle idéologie importée en France qui veut mettre en cause la responsabilité des Blancs dans toutes les souffrances sociales que l'on peut imaginer. Et je crois qu'il ne faut pas juste un mot sur la République. Moi, je suis née aux Antilles. Quand j'étais jeune, j'étais la seule blanche de mon lycée. La seule blanche de mon lycée. Et donc, j'ai entendu plusieurs fois, mon surnom c'était face de rat. Bon, on s'en remet si vous voulez. Mais quand on voit les mesures de discrimination positive prises par la France pour ce qu'on n'appelle pas les Noirs français, mais qu'on pourrait appeler les Noirs français comme on dit les Noirs américains, je rappelle qu'il y a pour l'augmentation de 40% de tous les salaires des DOM, le congé bonifié, c'est-à-dire la République paye le voyage tous les 3 ans pour rentrer en Martinique ou en Guadeloupe des fonctionnaires antillais de leurs maris et de leurs enfants. Et quand on a aussi le bonus retraite, la retraite est augmentée de 35 à 70% pour les retraités des DOM. Donc on ne peut pas dire, et ça vraiment, moi ça me met très en colère, qu'il y a un racisme systémique dans la République française. Jean-Louis Bourlange, dont le micro est éteint parce qu'il a découvert une nouvelle fonction, mais il faudrait que vous activiez votre micro, Jean-Louis. Oui, ben je sais, mais c'est pas moi qui avais éteint mon micro. Je pense, peu importe. Peu importe, vous m'entendez à présent? Ça y est. Bon, écoutez, c'est une affaire extrêmement complexe, extrêmement douloureuse. Je voudrais faire un petit peu de sémantique pour commencer. Il y a quand même un certain nombre de mots qui ont été employés ces temps-ci qui me paraissent étranges. D'abord, le mot systémique. Alors ça, c'est vraiment la société française. Elle a découvert le mot systémique au moment de l'affaire Lehman Brothers. Il y avait un risque systémique. Et alors, depuis, on parle de risque systémique, d'attitude systémique, sans du tout donner à ce terme une définition précise. Moi, je crois effectivement, s'agissant des faits racistes, il peut y avoir des cas racistes individuels, il peut y avoir des manifestations de racisme systématiques, c'est-à-dire concordantes, répétées, nombreuses et un peu indépendantes des circonstances particulières ayant provoqué telle violence. Mais systémique, c'est autre chose. Systémique, c'est un terme qui désigne que le racisme fait partie du fonctionnement du système, en est un élément stabilisateur, un élément de moteur. Par exemple, ça assure la désignation d'une population discriminée et attaquée est une garantie de cohésion pour le reste de la population. Des choses comme ça, c'est une garantie de sécurité psychologique pour les Blancs. Alors, je crois qu'aux États-Unis, il y a dans un certain nombre de cas, je ne vais pas du tout généraliser, il y a certainement une approche qu'on peut qualifier de systémique. Mais alors, en France, on peut hésiter sur le fait qu'il y a des comportements
qui sont systématiquement racistes ou simplement des bavures individuelles, mais je crois vraiment que le mot systémique est totalement hors de propos. La deuxième remarque sémantique que je voudrais faire, là, les deux prochaines, concernent notre sympathique et aventuré ministre de l'Intérieur. C'est la notion qui a été citée, je crois, par Nicole, d'émotion, l'émotion qui peut expliquer l'infraction à la règle de droit. Alors d'abord, je trouve absolument monstrueux qu'un ministre de l'Intérieur estime que son rôle n'est pas de faire respecter le droit, la loi. Il n'est pas obligé de dire qu'il n'y a pas d'émotion, c'est pas ça, mais d'organiser une hiérarchie entre le droit et l'émotion est vraiment quelque chose qui est un déni. C'est quelque chose d'extrêmement grave de la part d'un ministre de l'Intérieur. Je ne comprends pas que monsieur Castaner ait pu dire ça. Et ma remarque linguistique, c'est que l'émotion, dans l'ancien français, désigne quelque chose de précis. Ça désigne l'émeute. On parlait, dans l'ancienne France, d'émotion populaire. Le peuple se mettait parce que l'émotion, c'est le mouvement, c'est l'émeute. Alors, il est quand même singulier de ce point de vue-là que cette profondeur sémantique est totalement échappée au ministre de l'Intérieur et le conduisant à privilégier l'émotion par rapport à la règle de droit. Je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Et la troisième remarque sémantique, c'est évidemment l'utilisation de la notion de soupçon avéré. Alors là, on est presque à l'insu de mon plein gré. Le soupçon avéré, c'est une notion totalement oxymorique. On peut parler de fait avéré, on ne peut pas parler de soupçon avéré. Alors manipuler des termes aussi maladroitement, de façon aussi équivoque, dans une situation aussi explosive que la nôtre, ça pose quand même problème. Castaner est un type sympathique, intelligent, bienveillant, qui essaie d'arranger les choses, mais il y a un moment où il faut quand même avoir un minimum de rigueur, et on sait qu'en politique, la politique, ça commence par les mots. C'est d'abord, au commencement était le verbe, et c'est peut-être le principe d'un célèbre livre sacré, c'est aussi le principe de toute action politique. Voilà ce que je voulais dire. Alors sinon, la seconde observation que je voulais faire, je crois que l'attraction des violences françaises par les violences américaines était inévitable. Dans un univers mondialisé, émotionnel, amalgamatique, c'était absolument évident, quel que soit le caractère totalement, pas totalement, mais très très largement injustifié de la comparaison entre ces deux cas, français et américain. Il était absolument évident que les débordements se feraient de la sorte. Et je crois qu'il faut partir de l'idée que nous sommes aujourd'hui confrontés, et la police en particulier, à des situations permanentes d'extrême gravité, d'extrême difficulté. Moi, je me mets à la place de la police dans cette affaire, pas du tout pour la défendre ou pour l'attaquer, c'est pas la question, mais il faut se figurer ce qu'est le travail de la police par les temps qui courent. Un peu ce que sous-entendait, même disait Richard tout à l'heure. Nous sommes dans une société qui est totalement fragmentée, qui est gorgée de violence, dont toutes les catégories sont en lutte les unes contre les autres. Une absence totale de consensus. Or, mais vraiment, de façon, on a vu les gilets jaunes, on a les violences, on a eu les violences urbaines, on a des violences en col blanc, des délinquances financières éhontées, on a le grand banditisme, on a la drogue, on a la séparation des Français, on a l'illégitimité ressentie à l'égard d'un président de la République régulièrement élu par un grand nombre de gens. Tout cela
décrit une société totalement fragmentée. Qu'est-ce qu'un policier ? C'est le bras séculier du consensus. Et ce consensus n'existe plus. Ce consensus n'existe pas. Donc, il est absolument au cœur de toutes les contradictions françaises et il exerce un métier impossible. Il est évident, quelles que soient les responsabilités des uns et des autres, que les violences à travers les manifestations ne pouvaient que croître au cours des dernières années parce que nous sommes dans une situation de cet ordre. Alors, je crois que ça implique quand même un devoir de très grand sang-froid de la part notamment des dirigeants publics, et j'aime bien Castaner, mais effectivement, les quelques remarques ironiques que je faisais tout à l'heure étaient plutôt un appel au sang-froid, mais je vois qu'on ne prend pas dans ce pays depuis fort longtemps, et ce n'est pas le gouvernement qui est en cause, les mesures qui s'imposent. Il y a un excellent rapport établi par la Cour des comptes sur la préfecture de police de Paris. Que dit ce rapport ? Bien, il dit plein de choses, mais il dit notamment que nous avons des personnels qui sont totalement sous-formés et sous-encadrés. Nous avons des jeunes gens, des jeunes policiers qui viennent en général de villes moyennes ou petites, souvent de l'Est, qui sont à l'écart des grandes agglomérations comme la région parisienne, puisque c'est un rapport sur la préfecture de police de Paris, donc ils arrivent en Île-de-France, ils sont totalement sous-encadrés. On voit bien que l'encadrement est organisé d'une façon différente, que les gens qui ont de la bouteille, si je puis dire, ont tendance à s'évader vers d'autres affectations, etc. Et donc, on a des personnels qui sont en situation d'impréparation. Alors, effectivement, ils font des bêtises, ils veulent montrer qu'ils sont forts, ils veulent faire preuve d'autorité. Il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas, mais c'est d'abord, si nous voulons être responsables, c'est d'abord le travail de réforme administrative de la police, d'un meilleur encadrement, d'une meilleure formation et effectivement d'une solidarité et d'une compréhension pour l'exercice de fonctions qui sont extraordinairement douloureuses, pénibles, dangereuses et qui méritent de ne pas être traitées par des gens comme vous et moi, qui sommes bien tranquilles dans nos appartements, etc., avec une désinvolture et une légèreté. Ce sont, comme dirait le président de la République, ce sont des gens qui sont au front. Alors ça n'excuse rien, et je crois qu'effectivement, il faut sanctionner toutes les bavures, toutes les manifestations racistes, non pas les soupçons avérés, mais les faits constatés doivent être sanctionnés, mais nous avons un immense travail de réforme et de solidarité à accomplir. Lionel Zinsou. Oui, alors je ne voudrais pas troubler la tranquillité, comme dit Jean-Louis Bourlange. Mais alors, laissez-moi faire rentrer l'émotion populaire dans notre émission. On ne peut pas, Nicole, opposer une liste de discriminations positives, d'affirmative actions, sur les retraites et la subvention au voyage, alors que et penser que ça a la moindre efficacité sur les peuples, et notamment sur les pays concernés. Parce que la discrimination, qu'on soit associé gérant chez Rothschild ou qu'on habite à Noisy-le-Grand, et si on est noir ou si on est maghrébin, c'est la discrimination permanente. C'est la discrimination par l'orientation au lycée, l'orientation professionnelle. C'est la discrimination pour l'accès à des stages qui sont systématiquement refusés. C'est la discrimination à l'embauche, systématiquement et mesurée, parce que on fait des tests aveugles, on enlève les noms et on voit qu'on accepte des gens à l'emploi, qu'on refuse dès qu'on connaît ou leur adresse, ou leur nom, ou leur prénom, quand il s'agit en plus d'y ajouter de l'antisémitisme ou de l'islamophobie. Et ensuite, c'est de la discrimination au logement. Ça, c'est l'expérience quotidienne. Alors, on peut dire la République, ce qui est bien vrai, l'État, ce qui est bien vrai, prend des mesures, même les entreprises prennent des mesures, signent des chartes de l'égalité. Mais c'est à peu près comme de dire, dans la situation et la société française,
il n'y a aucun biais contre les femmes, il n'y a aucun problème de genre, il n'y a pas d'inégalité des salaires. Non, il faut quand même regarder les choses en face. Dans tous les actes de la vie professionnelle et de la vie tout court, il y a des discriminations extrêmement fortes. Deuxième chose, on peut faire de la sémantique et dire que systémique et systématique, ça n'est pas pareil. Alors, il faut un peu d'émotion. M. Castaner a raison de faire dans l'émotion, même si ce n'est pas l'habitude des policiers et de leurs chefs. Même si Adama Traoré a fait plusieurs fois de l'obstruction, de la rébellion, de l'outrage agent de la force publique, ce n'est pas en France condamné par la peine de mort. Ça n'est pas condamné par la peine de mort. Vous avez beaucoup plus de chances d'être condamné à mort dans la rue si vous vous appelez Adama Traoré et que vous êtes visible comme tel que si vous vous appelez Lionel Bourlange. Faire un tout petit peu attention à ça. La peine de mort s'applique en France de façon très différentielle alors qu'elle a été abolie. Faire attention à ça. Quand les jeunes gens renversent la statue de Colbert, ça peut être inéquitable, et vous allez me dire, il y a quand même un bilan de Colbert, c'est quand même formidable, la restauration des finances publiques, la manufacture de Saint-Gobain. Oui, il y a aussi le Code noir. Le Code noir écrit, et je vous assure que c'est dans la mémoire, et je vous assure que c'est dans la vie des gens d'aujourd'hui, que toute l'Afrique en est encore révoltée, et une partie des Caraïbes et de l'Amérique latine. Qu'est-ce qu'écrit le Code noir ? Que les Noirs ne sont pas des êtres humains, ce sont des meubles. Pourquoi ? Pour justifier juridiquement, avec une parfaite cohérence sémantique, qu'on peut les vendre. Pour qu'on les vende, ce qui, dans le droit du XVIIe siècle, n'est pas une faculté ouverte pour les êtres humains, il faut les définir comme des meubles. C'est ça qu'il y a écrit dans le Code noir. Oui, la France, c'est la terre de l'abolition. Oui, le Premier ministre a eu raison de dire on est libre et égaux en droit. Oui, il y a les droits de l'homme. Oui, il y a l'abolition. Oui, il y a 1848. 1848 a été suivi jusqu'à la loi Houphouët-Boigny de 1946 de ce qu'on appelle le travail forcé, qui n'a été aboli qu'en 1946. Le travail forcé, c'est le travail gratuit, imposé, qui a fait des centaines de milliers de morts pour ouvrir des chemins de fer et des routes dans les empires coloniaux. C'est l'esclavage perpétué sans la déportation. Faire attention à ça. 1946, c'est vraiment, moi j'étais pas né, mais c'est vraiment la mémoire de mon père, de mon grand-père. On est à une génération des abus extraordinaires. C'est quand même métaphysique, c'est anthropologique, c'est éthique. Il n'y a pas de catalogue de mesures administratives favorables qui puissent laver cela. Il faut quand même faire un tout petit peu attention, et c'est pour ça qu'il y a de l'émotion populaire dans les deux sens d'émotion. Rien ne justifie les émeutes ou les pillages, mais tout justifie la violence des sentiments qu'il faut arriver à traiter en termes républicains. Et la seule façon de sortir de tout ça, c'est pas de dire mais quand même la République fait beaucoup de choses. Non, ça n'est pas vrai, ça n'est pas le ressenti et ça n'est pas le vécu et ça n'est pas vrai. La discrimination, elle est réelle. C'est comme si vous disiez l'antisémitisme a disparu en France. Ce n'est pas vrai. Donc il faut regarder le vrai aussi et pas des dispositions administratives. Et il y a une seule façon de s'en tirer, c'est de dire l'histoire, de faire mémoire. Le président Hollande a créé l'idée, et puis le président Macron a confirmé la création en septembre dernier d'une fondation pour la mémoire de l'esclavage et des abolitions. C'est la première fois qu'on prenait une mesure. Le président, justement, Hollande et le président Macron, qui faisaient pas toujours la même chose, comme vous savez, après le président Sarkozy qui avait hésité, malgré un rapport magnifique de l'écrivain haïtien Édouard Glissant, on a créé cette fondation. Il faut dire l'histoire. Regardez les travaux de toute l'histoire coloniale, et ils sont remarquables en France. Pascal Blanchard aujourd'hui et sur tous les médias a expliqué. On ne règle cela qu'en disant l'histoire, qu'en disant
la mémoire en étant factuelle et objectif. Il ne s'agit pas d'obtenir des réparations en numéraire. Il s'agit de dire il faut une réparation historique. Et cette fondation sert à ça. Elle est présidée par Jean-Marc Ayrault. Elle est d'utilité publique. Elle a les moyens et elle a des programmes qui sont éducatifs, qui sont scientifiques. Il n'y a que comme ça qu'on en sortira. En ne niant pas la réalité. Il ne s'agit pas de débaptiser toutes les rues pour Jules Ferry ou pour Colbert, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que nos enfants, qu'ils soient noirs, blancs, juifs, etc., ou musulmans, évidemment, soient en permanence dans la vérité de l'histoire. Parce que sinon, vous n'aurez plus effectivement qu'une espèce de vérité de la violence. Mais ne nions pas, si on est dans le déni, si on est dans la sémantique, on n'oppose rien à la fois à ceux qui vont de l'expression d'une volonté d'égalité jusqu'à l'émeute et au pillage, qui est inacceptable, mais qui se justifie par le fait que vous êtes condamné à mort pour des délits mineurs et des contraventions. Il faut le dire parce que ça existe. Ça existe plus aux États-Unis, on en est parfaitement d'accord, mais l'identification intime, elle s'est faite en France à partir de George Floyd parce que ces choses existent. Et il faut le dire et il faut l'enseigner aux enfants. Ça n'était pas dans le récit national. Quand François Hollande m'a demandé préfigurer, parce qu'il faut que ce soit un Africain, préfigurer cette fondation, la création de cette fondation. Il m'a dit parce que le récit national est amputé de cette mémoire. Et ça n'est pas possible. Ça affaiblit la France, ça contribue à la fragmenter. La France n'est pas une société de violence. Les crimes de sang se sont effondrés. Ça n'est pas vrai. C'est pas la peine de faire appel à un pathos de l'extrême violence. Non. Mais il y a des choses extrêmement violentes dans les comportements quotidiens que l'histoire aidera considérablement à dissiper. Richard Verly. D'abord, merci vraiment à Lionel de nous avoir rappelé tout ça, parce que je crois qu'il le fallait. Mais moi, je voudrais revenir et quelque part, j'interroge Lionel et je nous interroge tous sur le comment. On fait comment ? Parce que, très franchement, Lionel, moi, je n'y crois pas à la capacité de l'histoire à rétablir le consensus social. Ou en tout cas, je suis inquiet par les tendances que je constate. L'histoire, d'abord, elle est douloureuse quelquefois dans un camp, elle est douloureuse souvent dans les deux camps. Et est-ce qu'aujourd'hui, les différentes fractions de l'opinion, et en particulier cette jeunesse très mobilisée contre les violences policières, contre le racisme, est-ce qu'elle est prête à accepter certaines vérités historiques qui ne vont pas dans son sens ? Là, j'avoue que j'ai des doutes. Mettre toute notre foi dans la capacité de nos enfants et de nos petits-enfants à tirer les bonnes leçons d'une vérité historique, je n'en suis pas si sûr. Enfin, un élément quand même sur la question de la colonisation, qui dans le cas de la France, évidemment, est en arrière-plan de tout ce qui se passe. Là, moi, il se trouve que dans le temps, on peut le retrouver, lorsqu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, a prononcé lors d'un déplacement en Algérie sa phrase sur la colonisation, crime contre l'humanité, j'ai salué l'ouverture de ce débat. Et je me suis fait incendier pour avoir écrit cela. Je pense en effet qu'il faut se poser ce genre de questions. Mais qu'est-ce qu'on a vu depuis qu'Emmanuel Macron a prononcé cette phrase ? C'est au fond l'incapacité de mettre en œuvre ce débat. On n'y arrive pas. Donc Lionel, oui, merci de nous avoir rappelé toutes ces choses. Elles sont l'arrière-plan de ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai toujours mon interrogation, comment on fait pour surmonter ces fractures et pour les réparer ? Nicole Liesotto. Oui, et là, j'avais la même question que Richard, question posée à Lionel et à nous tous d'ailleurs. Mais Lionel a raison. Moi, je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de discrimination dans ce pays. En tant que femme, je sais qu'il y en a beaucoup aussi. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème pour les Noirs, les Maghrébins, en matière d'accès au logement, au travail, tout ce que vous voulez. Je dis simplement que la France n'est pas un pays
raciste. Il y a des pays racistes, il y a du racisme institutionnel, il y avait les États-Unis jusqu'aux années 60, il y a eu l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Certains Palestiniens disent qu'il y a des interdictions faites aux Arabes israéliens qui ressemblent à du racisme, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, la France, ça n'est pas ça. Et je crois que c'est attiser la fragmentation sociale que de ne pas le dire. Deuxièmement, sur l'histoire, d'accord, je crois que c'est très important, pas seulement vis-à-vis de l'esclavage et vis-à-vis du racisme, mais sur 1000 sujets, c'est très important de mettre l'histoire, la vérité, et non pas l'émotion, la vérité, même si l'histoire est toujours interprétée, au centre d'une éducation. Peut-être qu'il faudrait revoir l'éducation dans le primaire avec une dimension plus importante consacrée à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, pourquoi pas. Mais si on refait l'histoire, alors Lionel, vous serez d'accord avec moi pour dire que ce ne sont pas les Blancs qui ont inventé l'esclavage. L'esclavage existait de tout temps en Égypte, c'était une société esclavagiste. La grande démocratie grecque était une société esclavagiste, sans parler de l'Afrique, où l'esclavage existait d'Africain à Africain. Et donc, je crois que c'est très important tout cela, mais c'est quand même très complexe. Et je ne voudrais pas, en tout cas, que la seule façon de réagir soit une espèce de culpabilité de l'homme blanc, comme disait, je crois, Pascal Brunner autrefois, une espèce de culpabilité collective qui ne servirait à rien d'autre qu'attiser les fractions. Jean-Louis Bourlanges. Oui, j'étais un petit peu irrité par la réaction de Lionel qui est toujours génial et qui dit des choses extrêmement justes et qui a tendance à réfuter un certain nombre de propos ou de pensées qu'il attribue à ses interlocuteurs alors qu'elles ne sont pas du tout, ces propos et ces pensées ne sont pas du tout dans notre esprit. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Lionel sur les discriminations. Enfin, entièrement, il faut les discuter évidemment concrètement, mais sur l'ampleur et la réalité des discriminations de tous ordres, et notamment des discriminations sur la couleur de la peau, pas seulement, mais celles-là sont très importantes dans le fonctionnement de la société française. Je crois, moi, j'ai réagi sur un problème précis et j'ai raison de poser des problèmes sémantiques parce que quand on est ministre de l'Intérieur, on doit avoir un sens extrêmement précis des mots. Je n'ai pas parlé de l'action de M. Blanquer qui me paraît devoir être encouragée, financée, aider. Je pense que l'un des grands enjeux, que le seul véritable horizon social du quinquennat d'Emmanuel Macron, je le pense depuis le début, devrait être de régler le problème de, je dis pas l'ascenseur social, mais en tout cas de la mise à niveau. Ça implique des méthodes tout à fait nouvelles et qui sont d'ailleurs d'autant plus nécessaires après la pandémie dans l'état de réélection d'une grande partie de la population. Nous avons besoin effectivement d'actions de soutien d'un ensemble de populations qui sont en situation de fragilité et de discrimination. Donc là, il n'y a aucun problème. Moi, je posais un problème précis qui était celui du ministre de l'Intérieur et de la police. Je pense qu'une société, surtout dans l'état de déliquescence actuel du consensus, une société a absolument besoin d'une police encadrée, bien formée, soutenue par sa population, consciente de ses devoirs et consciente de ses responsabilités. Je crois que c'est une priorité. Nous avons aussi besoin d'une éducation nationale, d'une politique sociale qui assure l'égalité des chances. Donc, ne faisons pas de fausses d'opposition artificielle. La promesse républicaine, elle passe par les deux types d'actions que je viens d'évoquer. Maintenant, je voudrais dire un mot, parce que ça me paraît quand même très intéressant, sur le rapport à l'histoire. Je crois que le problème, il y a deux problèmes différents. Il y a un problème dans la dénonciation de Colbert, ou dans la dénonciation paradoxale de Schellcher, qui est extraordinaire. On démolit la statue de Schellcher. Moi, je me dis, tiens, c'est des suprématistes blancs qui s'en prennent à Schellcher. Non, pas du tout. Ce sont des militants antiracistes qui reprochent à Schellcher
très exactement la même sorte qui porte sur lui la même sorte d'accusation que Colbert, que sur Colbert. C'est-à-dire que Schœlcher, en disant qu'il fallait accompagner l'abolition de l'esclavage, dont il a été le principal acteur, qu'il fallait l'accompagner de mesures d'indemnisation des anciens propriétaires, implicitement reconnaissait que dans l'ancien temps, les Noirs, les esclaves, étaient considérés comme des biens, comme des meubles, comme dit. C'est exactement la même chose. Et alors là, je m'interroge et je trouve qu'il y a deux choses qu'il faut observer. C'est d'une part, il faut se garder de tout anachronisme. Il y a deux immenses tares dans l'histoire de l'humanité depuis 10 000 ans et que nous reconnaissons comme telles aujourd'hui. C'est la mise en tutelle des femmes, une inégalité de 10 000 ans, injustifiée, parfaitement appliquée, systématiquement appliquée partout. Et d'autre part, l'esclavage, qui est quand même la donnée fondamentale de tout le monde antique, Jules César, etc., et d'une grande partie du monde africain, du monde occidental, jusqu'au 13e amendement, le fameux film de Spielberg sur Abraham Lincoln, le 13e amendement abolit l'esclavage. C'est quelque chose d'immense, d'absolument incompréhensible aux yeux pour nous, avec nos valeurs. Est-ce que ça doit nous conduire à dire que tous les gens de cette époque qui ont peu ou prou participé de ce monde doublement inégalitaire, c'est différent, je ne mets pas sur le même plan les femmes, les esclaves, c'est pas la même chose du tout comme forme de domination, mais c'est quelque chose qui domine l'ensemble du monde. Est-ce que ça nous interdit de porter des jugements positifs, de reconnaître que Richepanse, qui a effectivement contribué au rétablissement de l'esclavage aux Antilles, n'a pas moins, si je me rappelle bien, été un héros à Owen-Dindon, qui était une victoire de la Révolution française. Il y a eu des choses qui se sont passées. Alors là, on a ce problème de l'anachronisme. Est-ce que nous devons, dans ce monde sans mémoire, où nous ne contextualisons pas, est-ce que nous devons systématiquement considérer comme des êtres immoraux un certain nombre de personnages? Je le dis d'autant plus que je n'aime pas du tout Colbert. Et je trouve que ni sa politique économique, ni sa politique intérieure, ni sa probité ne méritent, l'absence de probité, ne méritent les hommages qu'on lui attribue. Donc je suis assez à l'aise sur ce plan-là. Le Code noir fait partie effectivement des choses que je n'aime pas non plus chez lui. Mais le problème n'est pas là. Et le second problème, à part l'anachronisme, qui est très intéressant, c'est de savoir ce que c'est qu'une histoire mémorielle. En fait, ces statues. Pourquoi il y a des statues? Parce qu'elles sont l'objet d'un consensus. Et ce consensus n'existe plus. Donc on détruit les statues. Parce que personne ne peut se reconnaître de Jules Ferry. Pour nous, c'était les Français, la Troisième République, etc. C'était l'école laïque, obligatoire, gratuite, donnée à tous les Français, etc. Bon, pour des Malgaches, c'est des opérations, ou pour des Indochinois, ce sont des opérations coloniales inacceptables. Et maintenant, cette mémoire est fragmentée. Alors Lionel nous dit, et il a raison, mais c'est déjà fait, il faut que l'histoire, et pas l'exaltation, il faut que l'histoire se ressaisisse avec son objectivité, avec son honnêteté intellectuelle, avec son souci d'enquête, de la réalité telle qu'elle s'est produite. Mais Lionel, ça se fait. L'historiographie moderne ça ne dit plus de choses aussi absurdes, aussi simplistes que celles qu'on disait avant. On est sorti d'une histoire exemplaire. Alors on a les statues, c'est vrai, les statues qui sont le signe de ça, mais l'histoire elle-même a cessé d'être exemplaire. Et alors là, ça pose un problème de savoir qu'est-ce qu'on enseigne en matière historique. Car tous ces déboulonnages, ça signifie simplement que ce que nous avons aimé quand j'étais enfant, et que pour tous les Français, ce que nous avons aimé, c'est ce grand mouvement de l'histoire de France qui, à travers les rois, puis les révoltes, puis la Révolution, construit une société qui devient progressivement souveraine, démocratique et bourgeoise, c'est-à-dire avec des valeurs qui sont celles des Lumières. Toute cette histoire-là que nous avons appris à révérer ne mérite plus d'être révérée.
Mais ça, c'est un autre problème que le problème historique. Et c'est effectivement, nous nous retrouvons dans une société où les groupes ne révèrent pas les mêmes choses. C'est pas un problème, et c'est pas parce que vous en saurez plus sur le passé que vous résoudrez ce problème. Ce problème, il est central pour l'avenir du pays, et c'est un peu ce que dit Fourquet, etc. Sur la fragmentation française, nous avons une impossibilité aujourd'hui à vivre ensemble un destin commun parce que nous sommes subvertis par les contradictions, les divergences, les conflits, les horreurs qui nous ont opposés au cours des siècles passés. Et c'est vraiment une certaine idée de la France, comme dirait le général de Gaulle, qui se dissout dans la violence. Merci, nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'ouvrir en ressuscitant un vieux mot, qui est le mot monition. La monition est désignée dans le droit canon un avertissement adressé par l'autorité ecclésiastique avant qu'on inflige une censure ou une peine. Et le dérèglement du climat intellectuel fait que chaque année, il pleut davantage de monitions sur les réseaux sociaux, puis dans ceux des médias qui croient y entendre la vox populi, réseaux et médias qui ont désormais remplacé l'autorité ecclésiastique. Ces derniers mois, les monitions ne tombent pas en pluie, mais en rafales, en giboulées, et ces dernières semaines, ces derniers jours, ce ne sont plus des rafales et des giboulées, c'est la mousson. Des quantités de personnes notoires ou avides de le devenir se précipitent à la recherche tantôt d'un scélérat à moucharder, tantôt d'une victime à chaperonner. Ils entraînent derrière eux followers et journalistes, et pour que leurs intentions aient de la noblesse, il faudrait qu'elles relèvent d'un souci de justice plutôt que d'un souci de soi-même. Pour qu'elles relèvent d'un souci de justice, il faudrait que les affaires sur lesquelles se prononcent ces personnes soient instruites à charge et à décharge. Or, les charges sont toujours présumées, et de décharge, on n'observe guère que la décharge d'adrénaline que procure à des bourreaux en herbe la perspective de faire tomber des réputations. À tous ces personnes atteintes d'exécution précoce, je propose un livre de l'historien Yvan Jablonka, paru au Seuil il y a quelques années. Ils y verront comment leurs prédécesseurs, dont beaucoup sont encore en service, ont fait passer pour une victime, et même pour une sorte de porte-parole de toutes les victimes du monde, un écrivain qui avait célébré la radicalité du nazisme et de la milice, et qui chanta la poésie du massacre d'Oradour-sur-Glane, où il y a 76 ans, une unité de Waffen-SS massacra 642 habitants, hommes, femmes et enfants. Le livre s'intitule « Les vérités inavouables de Jean Genet ». Jean-Louis Bourlanges. Oui, le confinement a eu cet effet que les kiosques étaient souvent fermés et j'ai manqué de journaux. Et j'ai manqué, je n'ai pas appris le décès d'un homme qui a beaucoup compté pour moi, qui est mort au début avril, âgé, à plus de 90 ans, qui était Robert Poujade. Et je trouve qu'il faut saluer la mémoire de Robert Poujade parce que c'est un homme politique comme on n'en fait plus, comme on n'en verra plus, et qui, à mon avis, faisait honneur à la société politique. C'était comme Lionel, un normalien, un littéraire, un homme qui croyait effectivement à la puissance des mots, qui avait été un gaulliste d'après-guerre. Il était trop jeune pour être dans la résistance, mais il avait été à Normale Supérieure, il était militant gaulliste, il est devenu secrétaire général du mouvement de l'UNR. Il était extrêmement brillant. Et je me rappelle, je dirais deux choses. Une chose sérieuse, c'est qu'il a apporté quelque chose d'essentiel. Il a créé le ministère de l'Environnement, qu'il a qualifié dans un livre de ministère de l'impossible, car à l'époque, il était extrêmement difficile de faire passer le discours sur l'environnement. Il a donc été un précurseur, et je pense qu'il doit être salué. Et puis d'autre part, c'était un homme qui avait infiniment ce talent littéraire, ce talent normalien. Je me rappelle une conversation que j'avais eue avec lui au milieu du règne, si je puis dire, de M. Giscard d'Estaing, quand Jacques Chirac remuait dans les brancards et essayait de faire partir M. Giscard d'Estaing. Il m'avait dit, et je trouve que c'est une définition admirable de Chirac, que voulez-vous ? Le problème de Jacques Chirac, c'est qu'il est habitué à vivre dans une république
où les présidents ne finissent pas leur mandat. Et il trouve donc que M. Giscard d'Estaing dément cette règle et ça l'inquiète. Et ça, c'était tout à fait le genre d'observation lointaine, distante, ironique que faisait cet homme qui était autant un observateur qu'un acteur politique et qui a été un remarquable maire de Dijon auquel M. Rebsamen a d'ailleurs rendu hommage dans des conditions, de façon tout à fait légitime. Oui, alors, moi j'avais commencé une série sur les best-sellers annoncés de l'été, dont je vous avais parlé de Joël Dicker, L'énigme de la chambre 622, et je voudrais parler aujourd'hui du dernier roman de John le Carré, qui s'appelle Retour de service et qui vient de sortir aux éditions du Seuil. Alors, je ne l'ai pas terminé, même si l'ouvrage est absolument passionnant. Moi, je suis une fan de John le Carré depuis Une petite ville d'Allemagne. Je crois que c'était son deuxième livre. Mais je voudrais quand même dire une chose. John le Carré est un être absolument extraordinaire. C'est un monsieur aujourd'hui qui a 85 ans, je crois, et qui décrit la société britannique du Brexit, enfin de toute l'histoire du Brexit à travers ce roman, qui est absolument extraordinaire. C'est-à-dire, c'est à la fois un très grand romancier et un très grand journaliste politique. J'espère que la fin sera à la hauteur du début. Je vous en reparlerai peut-être une autre fois. Merci, Richard Verly. On l'a compris avec cette émission, le monde est toujours turbulent, chaotique et difficile. Et alors, il y a pour ça, quelquefois, des journalistes qui savent le raconter, ce monde. Et c'était le cas de Martha Gellhorn, qui fut l'épouse d'Ernest Hemingway et dont le recueil d'un certain nombre d'articles vient d'être publié par les éditions du Sonneur sous le titre « Le monde sur le vif ». Ça nous emmène depuis l'avant-guerre, en passant par la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au procès de Hannah Arendt et jusqu'à Franco en Espagne. C'est absolument passionnant et Marc Kravets, dans sa préface, dit une vérité que nous, les journalistes, on devrait se répéter tout le temps à l'heure des réseaux sociaux. Les vraies vérités, celles qui quand même racontent le mieux le monde, sont les vérités de terrain. Martha Gellhorn, c'était une journaliste de terrain et c'est un plaisir de lire ce journalisme-là. Lionel Zinsou. Alors, moi, je voudrais vous recommander le livre d'un professeur, puisque je crois à l'éducation et à l'histoire, Jean-Loup Anselme, AMSE2LE, qui a écrit un petit livre il y a quelques semaines, L'universalité du racisme. Je pense que c'est pas mal dans la documentation de notre émission, 125 pages aux éditions Ligne. C'est quelqu'un qui a écrit avec notre ami Souleymane Bachir Diagne, qui est sénégalais et normalien d'ailleurs aussi, Enquête d'Afrique, il y a un an, qui était déjà excellent. C'est un grand anthropologue de l'École des hautes études et ça nous rappelle que ce qui est très rassurant, c'est que le racisme est minoritaire partout, mais comme vous l'avez souligné tous, il est aussi universel. Donc l'universalité du racisme, c'est très important. Puis je voudrais appeler quand même au secours, comme je fais de temps en temps, Nicole Niesotto, sur ce qu'on peut attendre du monde académique, éducatif, de l'éducation nationale, des historiens, des scientifiques, de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. On peut en attendre à peu près les résultats incroyables de l'Office franco-allemand de la jeunesse, ou des institutions de Bruges et de Florence, ou du programme Erasmus, qui maintenant donne des générations de bébés, bientôt des petits-enfants d'Erasmus. On a dépassé des clivages qui avaient l'air d'être séculaires, multiséculaires, grâce à l'éducation, grâce à la rencontre, grâce à l'éducation en commun, grâce à la recherche. Et regardez comment aujourd'hui, dans la jeune génération, il est difficile de trouver quelqu'un qui va reprocher aux Italiens d'avoir occupé Nice et la Savoie pendant la Seconde Guerre mondiale, ou qui va porter un regard d'altérité radicale sur quoi ? Sur les Boches, mais ça n'existe plus. Ça a disparu du langage. Mais ça a disparu du langage par le métissage, mais par l'éducation, par la vie en commun, par l'Office franco-allemand de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'il y a tout à fait des raisons d'avoir de l'espoir sur une génération, que les statistiques déjà très très basses
du racisme universel, mais très minoritaire, soit si basse chez les jeunes Français. Je vous remercie tous. Je remercie aussi Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Charles de Cilia, notre ingénieur du son, Benoît Carré qui assure le compte-rendu analytique, le compendium, le résumé de notre conversation, Nicolas Tourneau qui veille au site, Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel esprit public. Je vous rappelle le BADA sur le Vanuatu avec Frédéric Ducarme qui est en ligne depuis mardi et qui sera suivi d'un autre BADA la semaine prochaine. Merci à tous et à bientôt.